Imaginez une planète sans prédateurs. Pas de chasseurs, pas de proie, pas de fuite, pas de mort violente. Pendant des milliards d'années, c'est exactement ce qu'était la Terre. Un monde de silence et de lenteur, où la vie rampait, filtrait, absorbait. Des tapis de bactéries, des colonies d'algues, des organismes mous, translucides, presque abstraits, qui dérivaient dans un océan chaud et indifférent. Rien ne mangeait rien, ou presque. Et puis, il y a 540 millions d'années, quelque chose a changé. Quelque chose s'est réveillé. En l'espace de ce que les géologues appellent un instant, moins de 20 millions d'années, soit à peine 4% de l'histoire animale de notre planète, la vie a explosé. Pas métaphoriquement, littéralement. Presque tous les grands groupes d'animaux qui existent aujourd'hui sont apparus dans cette fenêtre étroite, cette fissure dans le temps que les scientifiques ont nommée l'explosion cambrienne. Des yeux sont apparus, des griffes sont apparues, des mâchoires sont apparues. Et avec elles, pour la première fois dans l'histoire de la vie sur Terre, est apparu le prédateur. Ce moment n'est pas seulement une curiosité paléontologique, c'est le moment fondateur de presque tout ce que vous êtes. La raison pour laquelle vous avez des yeux face à vous plutôt que sur les côtés. La raison pour laquelle votre cerveau traite la peur en quelques millisecondes. La raison pour laquelle, au fond de vous, quelque chose se contracte dans l'obscurité. Vous êtes le produit direct de cette révolution. Mais qui étaient ces premiers chasseurs? À quoi ressemblait un océan qui venait de découvrir la mort? Et pourquoi ce basculement soudain, après 3 milliards d'années de tranquillité relative, a-t-il tout changé, pour toujours? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Attachez-vous bien. Parce que nous allons plonger dans un monde que personne n'a jamais vu, mais dont chaque créature vivante sur cette planète porte encore les cicatrices. Avant de rencontrer les premiers prédateurs, il faut comprendre le monde dans lequel ils sont nés. Fermez les yeux. Imaginez la Terre il y a 580 millions d'années. Pas celle que vous connaissez. Les continents ne ressemblent à rien de familier. Il n'y a pas d'Europe, pas d'Amérique, pas d'Asie. Il existe un supercontinent massif appelé Gondwana, qui occupe une grande partie de l'hémisphère sud, et plusieurs blocs continentaux dispersés comme des débris après une explosion. L'océan Pantalassa couvre plus de la moitié du globe. Il n'y a pas de glace au pôle, ou presque. La température des eaux superficielles dépasse régulièrement 30 degrés Celsius dans les zones tropicales. L'atmosphère est différente. Elle contient de l'oxygène, oui, mais bien moins qu'aujourd'hui. Environ 10 à 15% contre 21% actuellement. C'est suffisant pour alimenter des organismes simples. Pas encore suffisant pour des créatures grandes et complexes. Mais cela change. Et ce changement est au cœur de tout. Car pendant l'éon protérozoïque, cette immense période qui précède le Cambrien et qui s'étend sur presque 2 milliards d'années, la vie existe, mais elle est fondamentalement immobile. Les stromatolites, ces colonies de cyanobactéries, photosynthétisent depuis des siècles, produisant de l'oxygène, empoisonnant lentement une atmosphère qui en était dépourvue. C'est l'une des premières grandes extinctions de masse de l'histoire de la Terre, mais elle est invisible, silencieuse, sans drame apparent. Les bactéries anaérobies meurent, l'oxygène s'accumule. Et puis vient ce que les géologues appellent la Terre boule de neige. Entre 700 et 600 millions d'années avant notre ère, la planète connaît au moins 2 épisodes de glaciation globale catastrophique. Des glaciers recouvrent les continents jusqu'à l'équateur. Les océans gèlent en surface jusqu'à une profondeur d'1 kilomètre par endroit. La vie est comprimée, poussée dans les derniers refuges liquides, les zones hydrothermales, les rares poches d'eau libre sous la glace. C'est un choc évolutif d'une violence inouïe. Et les chocs, en biologie, sont des catalyseurs. Quand la glace recule, portée par une accumulation massive de dioxyde de carbone volcanique qui brise l'effet d'albédo, la vie qui survit est différente. Elle a été filtrée, concentrée, forcée d'innover. C'est dans ces eaux réchauffées, riches en nutriments libérés par la fonte des glaces, que les premiers organismes multicellulaires complexes commencent à proliférer. Nous entrons dans l'Édiacarien. Il y a 635 à 540 millions d'années, les mers sont peuplées de créatures extraordinaires. Elles portent des noms qui ressemblent à des sorts. Dickinsonia, Charnia, Sprigina, Tribrachidium. Ce sont des organismes mous, souvent plats, qui ressemblent à des feuilles, à des disques, à des fractales organiques. Certains font jusqu'à 1,40 m de long. Aucun n'a de tête clairement identifiable.
Aucun n'a de bouche au sens où nous l'entendons. Beaucoup absorbaient probablement les nutriments directement à travers leur surface corporelle, comme des éponges géantes étalées sur le fond marin. Ils n'ont pas de prédateurs, ils n'en ont jamais connu. Et c'est précisément pour cela qu'ils ne ressemblent à rien de ce qui vit aujourd'hui. Pensez-y. Si rien ne vous mange, vous n'avez aucune raison d'être rapide, aucune raison d'avoir une coquille, aucune raison d'avoir des yeux, aucune raison de fuir, de se cacher, de combattre. Vous pouvez être mou, lent, transparent, étalé sur le fond comme une nappe de mer. La vie édiacarienne est une vie sans pression de prédation. C'est une vie sans terreur. Ce monde va bientôt disparaître. Pas à cause d'un astéroïde, pas à cause d'une éruption volcanique, mais à cause d'une innovation biologique si simple, si brutale, si efficace, qu'elle va réécrire toutes les règles de l'existence en quelques millions d'années. Quelque chose va apprendre à manger quelque chose d'autre. Et rien, absolument rien, ne sera plus jamais comme avant. 542 millions d'années avant notre ère, quelque part dans un océan peu profond, chaud, chargé de particules en suspension, quelque chose se passe, quelque chose de petit, de presque invisible, mais d'absolument irréversible. Un organisme mange un autre organisme, pas en l'absorbant passivement, pas en filtrant des particules au hasard. Il le saisit, il le déchire, il l'ingère activement, délibérément, avec une structure anatomique qui n'a jamais existé auparavant sur cette planète. Ce moment précis, ce premier acte de prédation active, est le coup de pistolet d'une course qui ne s'est jamais arrêtée depuis. Bienvenue dans le Cambrien. Pour comprendre ce qui rend cette période si extraordinaire, il faut saisir une chose fondamentale que les géologues ont mis des décennies à accepter pleinement. Le registre fossile cambrien ne montre pas une évolution graduelle et tranquille. Il montre une explosion, une prolifération soudaine, presque chaotique, d'une diversité anatomique sans précédent. En moins de 20 millions d'années, un intervalle que les paléontologues qualifient littéralement d'instantané à l'échelle géologique, apparaissent des yeux, des pattes articulées, des carapaces, des tentacules, des nageoires, des pinces, des mâchoires. Presque tous les grands embranchements animaux qui peuplent la Terre aujourd'hui ont leur origine dans cette fenêtre. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi si vite? C'est l'une des questions les plus débattues de toute la paléontologie. Et la réponse, selon un nombre croissant de chercheurs, tourne autour d'un concept central, la course aux armements évolutives. Imaginez le mécanisme. Un organisme développe, par mutation aléatoire, une structure lui permettant de capturer et d'ingérer activement un autre organisme. Il se nourrit mieux, il se reproduit davantage. Ses descendants héritent de cette structure. Les organismes qui constituent ces proies, eux, subissent une pression de sélection immédiate et brutale. Ceux qui sont les plus lents, les plus mous, les moins bien protégés disparaissent en premier. Survivent ceux qui ont, par chance, une mutation leur offrant une protection, une vitesse, une capacité de détection supérieure. Le prédateur force la proie à évoluer. La proie qui évolue force le prédateur à évoluer davantage, et ainsi de suite, dans une spirale sans fin qui génère, en quelques millions d'années, une diversité anatomique extraordinaire. C'est ce que le biologiste Lee Van Valen a formalisé en 1973 sous le nom d'hypothèse de la Reine Rouge, en référence au personnage de Lewis Carroll qui court de toutes ses forces juste pour rester sur place. Dans un monde de prédateurs et de proies, chaque espèce doit évoluer en permanence, non pas pour progresser, mais simplement pour ne pas régresser. Le Cambrien est la naissance de cette course, et elle n'a jamais pris fin. Mais revenons aux acteurs de cette révolution. Le premier d'entre eux, le plus célèbre, le plus emblématique, a été découvert non pas dans une salle de musée ou lors d'une expédition dramatique, mais dans un endroit que personne n'aurait songé à explorer pour des fossiles extraordinaires. Une carrière d'ardoise dans les montagnes rocheuses canadiennes. Nous sommes en 1909. Charles Doolittle Walcott, secrétaire de la Smithsonian Institution et paléontologue de renom, chevauche un sentier de montagne dans le parc national Yoho, en Colombie-Britannique. Selon la légende, probablement embellie par le temps, son cheval trébuche sur une dalle de roc. Walcott descend de sa monture, ramasse la pierre et voit quelque chose d'extraordinaire. Des fossiles, d'une finesse et d'une préservation incroyables. Des organismes entiers, avec leurs tissus mous intacts, pétrifiés dans un schiste noir comme de la nuit. Il vient de découvrir les schistes de Burgess.
l'un des sites fossilifères les plus importants de l'histoire de la paléontologie. Une fenêtre ouverte sur le Cambrien moyen, il y a 508 millions d'années, préservant des créatures qui n'auraient normalement laissé aucune trace. Pas de coquilles, pas de squelettes, juste des corps mous, imprimés dans la roche avec une précision photographique. Walcott passe les 17 années suivantes à extraire et cataloguer des milliers de spécimens. Il en identifie plusieurs dizaines d'espèces. Il les classe consciencieusement dans des groupes animaux connus, confortable dans sa conviction que la vie cambrienne était simplement une version primitive de la vie moderne. Il a tort. Ce n'est qu'en 1970 que le paléontologue britannique Harry Whittington reprend l'étude des schistes de Burgess avec des techniques modernes. Avec ses étudiants Simon Conway Morris et Derek Briggs, il reconstruit ces animaux avec une précision nouvelle. Et ce qu'il découvre ébranle la communauté scientifique. Ces créatures ne ressemblent pas à des ancêtres simplifiés d'animaux modernes. Certaines semblent appartenir à des plans corporels qui n'ont aucun équivalent vivant. Des architectures biologiques qui ont été testées par l'évolution, puis abandonnées. Des branches du buisson de la vie qui ont poussé, fleuri brièvement, et disparu sans laisser de descendants. Parmi elles, une créature qui va devenir le symbole même de l'étrangeté cambrienne. Anomalocaris. Son nom signifie littéralement « crevette anormale ». Et c'est un euphémisme. Anomalocaris est le premier grand prédateur de l'histoire de la vie animale sur Terre. Il mesure entre 60 cm et 1 mètre de long selon les espèces, à une époque où la plupart des animaux font moins de 5 cm. Il nage grâce à une série de lobes latéraux souples qui ondulent le long de son corps, lui donnant une mobilité et une vélocité sans équivalent dans son environnement. Il possède 2 grands yeux composés pédonculés, capables d'une résolution visuelle remarquable selon les analyses publiées dans le journal Nature en 2011 par une équipe dirigée par John Patterson de l'Université de New England en Australie. Des yeux comportant peut-être 16 000 lentilles individuelles, ce qui en ferait une vision supérieure à celle de la plupart des arthropodes modernes. Mais c'est sa bouche qui le rend véritablement révolutionnaire. 2 appendices frontaux articulés, couverts de pointes rigides, s'étendent devant sa tête comme des bras mécaniques. Ils attrapent les proies, les maintiennent, les amènent vers une structure buccale circulaire composée de plaques dentées qui s'ouvrent et se ferment comme un iris mécanique. Imaginez un anneau de dents disposé en cercle parfait, capable de se contracter pour broyer ce qu'il saisit. Rien de tel n'avait jamais existé sur Terre. Pendant des décennies, les paléontologues ont reconstitué Anomalocaris à partir de pièces séparées, sans comprendre qu'il s'agissait d'un seul animal. Les appendices frontaux ont d'abord été décrits comme des crevettes distinctes. La structure buccale a été identifiée comme une méduse. Ce n'est que progressivement, en assemblant les pièces du puzzle, que sa forme réelle est apparue. Et cette forme est celle d'un prédateur accompli. D'une machine à tuer conçue par 4 milliards d'années d'évolution dans sa phase la plus créative. Dans les eaux du Cambrien, Anomalocaris règne sans rival. Mais il n'est pas seul. Le monde cambrien est un monde de contrastes absolus. D'un côté, des créatures d'une fragilité presque irréelle. De l'autre, des prédateurs d'une efficacité déjà redoutable. Entre les deux, une course évolutive qui s'emballe à une vitesse que rien dans l'histoire précédente de la vie ne laissait présager. Pour comprendre l'écosystème cambrien dans toute sa complexité, il faut descendre au fond de cet océan ancien. Il faut observer non pas un seul chasseur, mais un réseau entier. Une toile de relations alimentaires, de stratégies de survie, de solutions anatomiques testées en temps réel par la sélection naturelle. Et pour cela, il faut retourner aux schistes de Burgess, mais aussi ailleurs. Car les schistes de Burgess ne sont pas le seul témoin de ce monde disparu. En 1984, une équipe de paléontologues chinois découvre dans la province du Yunnan, dans le sud de la Chine, un site d'une importance comparable. Les fossiles de Chengjiang, datés d'environ 520 millions d'années, soit plus anciens d'une dizaine de millions d'années que les Burgess, ils offrent une fenêtre encore plus ancienne sur le Cambrien précoce. Un instantané pris encore plus près du moment zéro de la Révolution. Ce que ces 2 sites révèlent ensemble est vertigineux. L'océan Cambrien n'est pas un désert peuplé de quelques monstres isolés. C'est un écosystème structuré, stratifié, avec des niveaux trophiques déjà clairement définis. Des producteurs, des filtreurs, des brouteurs, des charognards, des prédateurs de premier niveau,
des prédateurs de second niveau. En 20 millions d'années, la vie a réinventé des concepts que les écologistes modernes mettent des années à formaliser. Parmi les créatures qui peuplent ce monde, certaines sont défensives, d'autres sont offensives. Et la frontière entre les deux est souvent troublante. Prenez Hallucigenia. Son nom dit. Quand Simon Conway Morris l'a décrit pour la première fois en 1977, à partir de spécimens des schistes de Burgess, il est tellement déconcerté par son anatomie qu'il l'a reconstruit à l'envers et sens devant derrière. Pendant des années, la paléontologie croit que ces épines rigides sont des pattes et que ces vraies pattes souples sont des tentacules dorsaux. La réalité, établie définitivement seulement en 2015 grâce à une étude publiée dans Nature par une équipe de l'université de Cambridge, est tout aussi étrange. Hallucigenia est un ver lobopode, un ancêtre lointain des arthropodes et des tardigrades modernes, marchant sur de minces pattes souples par paires, portant sur son dos 2 rangées d'épines rigides et pointues qui constituent son armure contre les prédateurs. Elle mesure entre 1 et 5 cm. Elle est presque entièrement constituée de tissu mou. Elle n'a que ses épines pour se défendre. Et ces épines sont une réponse directe à la pression de prédation. Sans Anomalocaris, sans les autres chasseurs cambriens, Hallucigenia n'aurait aucune raison d'investir l'énergie biologique considérable nécessaire pour produire ces structures kératinisées. Les épines sont la signature de la terreur dans la roche. Elles sont la preuve fossilisée de la peur. Mais Hallucigenia n'est pas seul à porter les marques de cette révolution défensive. Wiwaxia est un autre habitant des schistes de Burgess qui illustre parfaitement cette dynamique. Cet organisme de 2 à 5 cm est entièrement recouvert d'écailles imbriquées et hérissé de longues épines dressées. Sa position dans l'arbre du vivant a longtemps fait débat. Est-il un ancêtre des mollusques, des annélides, ou représente-t-il un plan corporel entièrement autonome? Les analyses phylogénétiques les plus récentes suggèrent une parenté avec les mollusques primitifs, mais la question n'est pas totalement close. Ce qui est incontestable, c'est sa fonction défensive. Wiwaxia est une forteresse vivante, une créature qui a investi l'essentiel de ses ressources biologiques dans une armure quasi impénétrable. Et pourtant, des spécimens de Wiwaxia retrouvés dans les schistes de Burgess portent des traces d'attaque, des écailles arrachées, des marques de morsures sur le bord du corps. L'animal a survécu, ses écailles ont repoussé. Mais il a été attaqué, il a été ciblé. Quelque chose a essayé de le manger, et n'y est que partiellement parvenu. Ce type de preuve directe d'interaction prédateur-proie dans le registre fossile est d'une rareté et d'une valeur inestimable. Il nous dit quelque chose que les reconstructions anatomiques seules ne peuvent pas nous dire. La chasse avait bien lieu. La mort était réelle. La pression de sélection était concrète et immédiate. Parlons maintenant d'une innovation qui va se révéler être l'une des plus importantes de toute l'histoire de la vie animale. L'œil. Avant le Cambrien, les organismes vivants possédaient au mieux des structures photosensibles rudimentaires, des taches pigmentées capables de distinguer la lumière de l'obscurité, mais incapables de former une image. C'est suffisant pour synchroniser un rythme circadien, pour s'orienter vers la surface ou vers le fond, pas pour chasser, pas pour fuir un prédateur qui approche. Et puis, dans le Cambrien précoce, apparaissent les premiers yeux véritables. Le paléontologue Andrew Parker de l'Université d'Oxford a développé dans les années 2000 une hypothèse provocatrice et influente, connue sous le nom de Light Switch Theory, la théorie de l'interrupteur lumineux. Selon Parker, c'est précisément l'apparition des yeux qui a déclenché l'explosion cambrienne. Pas l'inverse. L'œil n'est pas une réponse à la course aux armements, c'est son détonateur. Le raisonnement est le suivant. Avant les yeux, la prédation existait, mais elle était aveugle. Elle dépendait du contact, de la détection chimique, des vibrations dans l'eau. Elle était lente et peu efficace. Dès que le premier prédateur développe un œil capable de former une image, tout change instantanément. Il peut détecter ses proies à distance, il peut les poursuivre, il peut anticiper leur trajectoire. Ces proies, désormais visibles, subissent une pression de sélection catastrophique. En quelques générations, celles qui n'ont pas de camouflage, pas de coquille, pas de vitesse suffisante, disparaissent. L'évolution s'emballe. Et les yeux eux-mêmes évoluent à une vitesse stupéfiante. Une étude publiée dans le journal Science en 2019
par une équipe de l'Université de Édimbourg, a analysé des fossiles d'arthropodes cambriens primitifs et constaté que la complexité oculaire avait augmenté de façon mesurable sur des intervalles de temps inférieurs à 1 million d'années. À l'échelle géologique, c'est presque instantané. Anomalocaris, nous l'avons vu, possédait des yeux d'une sophistication remarquable. Mais il n'était pas le seul. Les trilobites, ces arthropodes à l'exosquelette calcifié qui vont dominer les mers pendant 270 millions d'années, développent au Cambrien des yeux composés d'une complexité croissante. Certaines espèces tardives possèdent des cristallins en calcite pur, une solution optique unique dans tout le règne animal, qui leur offre une vision exceptionnellement nette dans les eaux profondes. Un prédateur avec de bons yeux est une catastrophe pour un monde qui n'en a jamais connu. Mais les yeux ne sont qu'une partie de l'histoire, car au même moment, une autre innovation fondamentale émerge dans les eaux cambriennes. Une innovation qui va non seulement transformer la vie marine, mais fournir le cadre structural de presque tout ce qui vit sur Terre aujourd'hui. Le squelette minéralisé. Avant le Cambrien, les organismes vivants sont presque entièrement mous. Même ceux qui possèdent une certaine rigidité, comme certains organismes édiacariens, n'ont pas de structure véritablement minéralisée. Et puis, au début du Cambrien, dans une phase que les paléontologues appellent parfois la petite fauna coquillère ou small shelly fauna, apparaissent soudainement des dizaines de groupes d'organismes dotés de coquilles, de plaques, de tubes et de spicules, en carbonate de calcium ou en phosphate. Pourquoi maintenant? La réponse est probablement multiple. Les conditions océaniques cambriennes, un taux de calcium dissous plus élevé qu'aujourd'hui, une chimie des eaux qui favorise la précipitation de carbonate, rendent la minéralisation biologiquement moins coûteuse. Mais la pression de prédation est vraisemblablement le facteur déclenchant. Produire une coquille coûte de l'énergie. Un organisme n'investit cette énergie que si la coquille augmente ses chances de survie. La coquille n'apparaît que parce que quelque chose essaie de vous manger. Et ce quelque chose, dans les mers cambriennes, est partout. Anomalocaris domine. Mais d'autres prédateurs occupent des niches différentes. Des formes que nous commençons à peine à comprendre grâce à des découvertes récentes qui continuent de repousser les frontières de notre connaissance de cette période. En 2015, une équipe de chercheurs dirigée par Jacob Winter de l'Université de Bristol décrit dans la revue Nature un nouveau prédateur cambrien baptisé Cambrorasteur falcatus, découvert dans les schistes de Burgess. Avec son bouclier céphalique en forme de faucille et ses appendices frontaux élaborés, il représente une lignée d'anomalocaridés différentes d'Anomalocaris, spécialisée peut-être dans l'excavation du fond marin à la recherche de proies en fond. En 2019, dans la même formation géologique, une équipe du Royal Ontario Museum décrit Titanocoris genesi, un anomalocaridé massif dont le bouclier céphalique seul atteint 50 cm de long, ce qui en fait l'un des plus grands prédateurs connus du Cambrien moyen, après Anomalocaris lui-même. Chaque nouvelle saison de fouilles dans les schistes de Burgess ou à Chengjiang révèle de nouvelles espèces, de nouvelles stratégies, de nouvelles solutions aux problèmes universels de la survie. Et chaque nouvelle découverte confirme la même vérité fondamentale. Le Cambrien n'est pas une anomalie de l'histoire de la vie. C'est son moment fondateur. Le moment où les règles ont été écrites, où la mort est devenue un moteur évolutif, où la peur est devenue une force créatrice. Mais ce monde extraordinaire, cette explosion de diversité et d'ingéniosité biologique, allait bientôt faire face à quelque chose qu'aucun prédateur ne pouvait chasser, aucune coquille ne pouvait arrêter. Le temps. Et avec le temps, le changement. 520 millions d'années avant notre ère. Tôt le matin, si tant est que cette notion ait un sens sous des eaux où la lumière solaire pénètre en faisceaux obliques et diffus, un Anomalocaris adulte glisse à travers la colonne d'eau à une profondeur d'environ 20 mètres. Son corps mesure près d'1 mètre. Il pèse peut-être 2 kg. Une masse considérable pour cette époque où la quasi-totalité des animaux tient dans une main. Ses lobes latéraux ondulent en séquence, générant une propulsion douce et continue, presque silencieuse. Ses 2 yeux pédonculés balaient en permanence l'espace devant lui, au-dessus, en dessous. Il cherche, pas au hasard, avec une précision que nous commençons seulement à reconstituer grâce aux outils de la paléontologie moderne. Une étude publiée en 2022 dans la revue Science Advances par une équipe internationale dirigée par Jacob Winter
a analysé la structure interne des yeux fossiles d'Anomalocaris canadensis grâce à une microtomographie à rayons X, une technique d'imagerie tridimensionnelle qui permet d'examiner l'intérieur des fossiles sans les détruire. Les résultats sont saisissants. Les yeux d'Anomalocaris possèdent une organisation en zones fonctionnelles distinctes, suggérant une vision différenciée selon les directions. Une zone dorsale adaptée à la détection de silhouettes contre la lumière de surface, une zone ventrale orientée vers le fond marin. En d'autres termes, Anomalocaris ne regardait pas simplement autour de lui. Il analysait son environnement visuel de façon stratifiée, traitant simultanément plusieurs types d'informations visuelles. C'est un cerveau de chasseur dans un corps vieux de 500 millions d'années. Mais les yeux seuls ne font pas un prédateur. Ce qui définit Anomalocaris comme le premier grand prédateur actif de l'histoire, c'est l'intégration de plusieurs systèmes en un tout cohérent et redoutablement efficace. Yeux, appendices frontaux, structure buccale, système locomoteur. Chacun de ces éléments est une innovation. Ensemble, ils forment quelque chose de radicalement nouveau. Un chasseur capable de détecter, poursuivre, capturer et ingérer des proies actives. Regardons la mécanique de près. Les appendices frontaux d'Anomalocaris, ces deux structures articulées qui s'étendent devant sa tête, ont fait l'objet d'une analyse biomécanique détaillée publiée dans le Journal of Paleontology en 2019 par une équipe de l'Université d'Uppsala en Suède. En modélisant leur structure articulaire par ordinateur, les chercheurs ont pu simuler leur amplitude de mouvement et leur force potentielle. Le résultat est troublant. Ces appendices ne sont pas de simples grilles. Ce sont des structures d'une sophistication mécanique remarquable, capables de mouvements complexes dans plusieurs plans simultanément. Ils peuvent s'étendre rapidement vers l'avant pour saisir une proie, un mouvement de frappe que les simulations estiment à une vitesse comparable à celle des pattes ravisseuses d'une menthe religieuse moderne. Ils peuvent se refermer avec suffisamment de force pour maintenir des organismes dotés de coquilles légères. Et leurs épines internes sont orientées de façon à empêcher toute proie saisie de s'échapper en reculant. C'est un piège biologique élaboré, dont chaque composant a été façonné par la sélection naturelle pour une seule fonction, capturer. Et ensuite, la bouche. La structure buccale d'Anomalocaris a été l'une des sources les plus durables de confusion dans la paléontologie cambrienne. Pendant des décennies, les spécimens retrouvés en isolation ont été interprétés comme des organismes indépendants. L'anneau dentaire lui-même, cette structure circulaire composée de plaques dures imbriquées, a longtemps été décrit comme une méduse. Ce n'est qu'en assemblant des spécimens exceptionnellement bien conservés que la réalité s'est imposée. Une analyse publiée dans Nature en 2023 par une équipe australo-canadienne a modélisé la mécanique de fermeture de cette structure buccale en détail. Les conclusions remettent en question une idée largement répandue. Contrairement à ce que l'on supposait, la bouche d'Anomalocaris ne peut pas se refermer complètement au centre. Elle laisse une ouverture résiduelle qui empêche de broyer des proies très dures, comme des trilobites à exosquelette épais. Cela suggère une spécialisation. Anomalocaris est peut-être moins le prédateur généraliste tout-terrain qu'on imaginait, et davantage un chasseur spécialisé dans des proies d'une dureté intermédiaire, des organismes à coquilles légères, des vers robustes, peut-être d'autres animaux mous mais résistants. Mais alors, pourquoi retrouve-t-on dans les schistes de Burgess des trilobites portant des marques de morsures circulaires? Exactement la signature de la bouche d'Anomalocaris, avec des plaques arrachées et des traces de cicatrisation prouvant que l'animal a survécu à l'attaque. C'est l'une des questions qui reste ouverte. Peut-être que certains individus d'Anomalocaris s'attaquaient aux trilobites de façon opportuniste, même sans pouvoir les broyer complètement. Peut-être ciblaient-ils préférentiellement les juvéniles à carapace encore molle. Peut-être existait-il plusieurs espèces avec des capacités différentes. La réponse honnête est que nous ne savons pas encore. Et cette honnêteté est au cœur de ce qui rend la paléontologie fascinante. Maintenant, descendons au fond. Car tous les prédateurs cambriens ne chassent pas dans la colonne d'eau. Certains opèrent dans une niche entièrement différente, et tout aussi révolutionnaire. Le fond marin cambrien est un environnement d'une richesse extraordinaire. Des tapis microbiens couvrent les sédiments. Des organismes enfouis partiellement ou totalement y vivent en filtrant les particules organiques. C'est un garde-manger immense, relativement peu exploité. Relativement. Parce que certains prédateurs ont précisément évolué pour y accéder.
Les priapulides cambriens, des vers cylindriques dotés d'une trompe éversible armée de dents, sont parmi les prédateurs benthiques les mieux documentés de cette période. Des spécimens extraordinaires de Otoya prolifica, trouvés dans les schistes de Burgess, ont révélé quelque chose d'inestimable, le contenu de leur tube digestif. Oui, des fossiles avec leur dernier repas encore à l'intérieur. Ces analyses, menées dès les années 70 par Conway Morris et confirmées par des études plus récentes, montrent qu'Otoya se nourrissait principalement d'hyolites, de petits animaux à coquilles coniques, qu'il avalait entiers après les avoir saisis avec sa trompe rétractée. Certains spécimens contiennent plusieurs hyolites en séquence dans leur tube digestif, comme des perles sur un fil. C'est une scène de chasse fossilisée, figée dans la roche depuis 500 millions d'années. Mais l'aspect le plus troublant de cette découverte n'est pas la proie, c'est la façon dont Otoya la capture. Sa trompe éversible peut se déployer à une vitesse remarquable, saisir une proie et la ramener à l'intérieur du corps en quelques fractions de secondes. C'est un mécanisme de capture active, efficace, précis. Et c'est un mécanisme que nous retrouvons, sous des formes variées, chez des centaines d'espèces modernes. L'invention n'est pas perdue, elle est simplement héritée. Parlons maintenant d'une créature qui illustre peut-être mieux qu'aucune autre la vitesse vertigineuse à laquelle l'évolution cambrienne procède. Peitoia natorsti. Vous ne la connaissez probablement pas sous ce nom, mais vous avez peut-être entendu parler de la méduse de Burgess. Pendant des décennies, ce fossile en forme d'ananas tranché, un anneau de plaque avec une ouverture centrale, a été décrit comme une méduse nageant librement. C'est Charles Walcott lui-même qui l'a classé ainsi en 1911. Il a fallu attendre 1985 pour qu'Harry Whittington et Derek Briggs réalisent que cette méduse est en réalité la bouche d'Anomalocaris. Peitoia n'existe pas. Ce n'est qu'une pièce détachée d'un prédateur bien plus grand. Cette histoire, un fossile entier reconstitué à partir de fragments disparates, chaque morceau décrit pendant des décennies comme un animal indépendant, est devenu emblématique de la difficulté particulière que représente la paléontologie du Cambrien. Dans un monde où les organismes sont souvent sans os, sans dents durables, sans structure minéralisée solide, la préservation est aléatoire et partielle. Reconstituer un animal cambrien, c'est résoudre un puzzle dont la plupart des pièces ont disparu. Et pourtant, les outils modernes changent la donne à une vitesse stupéfiante. La microtomographie, l'imagerie en lumière polarisée, la spectroscopie de fluorescence aux rayons X, qui permet de détecter des traces chimiques de tissus mous depuis longtemps disparus. Le séquençage phylogénomique, qui permet de relier les fossiles aux organismes vivants en comparant leur anatomie à celle de leurs descendants modernes à l'aide de matrices de caractères. Grâce à ces outils, des fossiles cambriens connus depuis un siècle révèlent soudainement des détails qui étaient invisibles à l'œil nu. Des empreintes de muscles, des traces de système nerveux, des résidus de pigmentation, des structures internes que personne ne soupçonnait. En 2022, une étude publiée dans Science par une équipe de l'Université de Toronto a utilisé la fluorescence aux rayons X pour analyser des spécimens de radiodon, le groupe qui comprend Anomalocaris, et a détecté des traces de ce qui semble être un système nerveux antérieur complexe, avec des lobes cérébraux différenciés correspondant au traitement visuel. Un cerveau cambrien, fossilisé, analysable. Ces découvertes changent profondément notre compréhension de ce que signifiait être un prédateur au Cambrien. Ce n'était pas une machine simple, pilotée par des réflexes basiques. C'était un organisme doté d'une capacité de traitement sensoriel et neurologique qui, à l'échelle de son époque, était d'une sophistication sans précédent. Et cette sophistication avait un coût. Un cerveau complexe consomme de l'énergie. Des yeux élaborés consomment de l'énergie. Des appendices frontaux musculeux consomment de l'énergie. Un prédateur comme Anomalocaris devait manger régulièrement pour maintenir son métabolisme. Il était lié, de façon irréversible, à la disponibilité de ses proies. C'est le paradoxe fondamental du prédateur. Plus il est efficace, plus il dépend de l'abondance de ce qu'il chasse. Plus il exerce de pression sur ses proies, plus il risque de les pousser vers des adaptations qui le rendent moins efficaces. Il ne peut pas gagner définitivement. La victoire absolue d'un prédateur est sa propre extinction par manque de nourriture. L'évolution a intégré ce paradoxe depuis le premier jour, et c'est précisément pour cette raison que l'explosion cambrienne ne produit pas un seul prédateur parfait qui élimine tout le reste.
Elle produit un réseau, une toile, un équilibre instable et dynamique entre des dizaines de stratégies différentes, toutes imparfaites, toutes suffisamment efficaces pour persister. Dans cet équilibre, Anomalocaris est dominant. Mais il n'est pas seul au sommet. Et ceux qui partagent ce sommet avec lui vont nous révéler quelque chose d'encore plus surprenant sur les origines de la prédation. Il existe une question que les paléontologues évitent rarement de se poser quand ils étudient le Cambrien. Anomalocaris est-il vraiment le premier? Pas le premier grand prédateur, pas le premier chasseur actif de son écosystème, mais le premier prédateur tout court, le premier organisme dans l'histoire de la vie animale à avoir activement pourchassé, capturé et consommé un autre animal. La réponse, comme souvent en paléontologie, est plus complexe qu'elle n'y paraît. Et elle nous oblige à regarder bien au-delà des schistes de Burgess. Revenons en arrière. Pas de quelques millions d'années. De plusieurs dizaines de millions d'années. Vers la fin de l'Édiacarien, cette période mystérieuse qui précède le Cambrien, où la vie est encore dominée par ces organismes mous, plats, énigmatiques, qui dérivent sur les fonds marins comme des rêves géologiques. Pendant longtemps, les scientifiques ont considéré l'Édiacarien comme un monde sans prédateurs. Un Éden biologique, naïf et tranquille, brutalement détruit par l'arrivée des premiers chasseurs cambriens. Mais en 2018, une équipe de chercheurs de l'université de Cambridge, dirigée par le paléontologue Frankie Dunn, publie dans la revue Proceedings of the Royal Society B une étude qui ébranle cette certitude. En analysant des fossiles d'organismes édiacariens provenant de la formation d'Ediacara en Australie du Sud et de la formation de Mistaken Point à Terre-Neuve, les chercheurs identifient des marques sur certains spécimens de Claudina, un organisme tubulaire à coquille calcifiée datant d'environ 545 millions d'années, soit la toute fin de l'Édiacarien, qui semblent être des perforations circulaires de dimensions régulières. Des perforations faites de l'extérieur vers l'intérieur, des trous de prédateurs. Claudina est peut-être la première proie documentée de l'histoire, et son agresseur, dont nous ne connaissons pas encore l'identité, est peut-être le premier prédateur. 545 millions d'années, 5 millions d'années avant le début officiel du Cambrien. La frontière que nous traçons entre un monde sans prédateurs et un monde avec prédateurs est peut-être une illusion stratigraphique. Une ligne commode sur un graphique qui cache une réalité plus graduelle, plus floue, plus difficile à saisir. Ce qui est certain, c'est que Claudina n'est pas sans défense. Sa coquille calcifiée est précisément la réponse à une pression de prédation. Elle n'aurait aucune raison d'exister sans un agresseur. La coquille est la preuve du chasseur, même quand le chasseur lui-même n'a laissé aucun fossile. L'absence de fossile ne signifie pas l'absence de vie. Cela signifie simplement l'absence de préservation. Et c'est une distinction fondamentale que tout ce qui suit nous oblige à garder à l'esprit. Revenons maintenant au Cambrien et à ses autres grands prédateurs, car Anomalocaris a des contemporains, pas des égaux, rien dans son océan ne l'égale en taille et en puissance, mais des prédateurs fonctionnellement importants qui occupent des niches qu'il ne peut pas remplir seul. Parmi eux, une créature dont la découverte a constitué l'une des grandes surprises paléontologiques des 2 dernières décennies, Tamisiocaris borealis. Décrit en 2014 par une équipe internationale dont Jakob Winter et Martin Stein dans la revue Nature, Tamisiocaris est un anomalocaridé, un proche parent d'Anomalocaris, dont les appendices frontaux sont radicalement différents. Là où les appendices d'Anomalocaris sont armés d'épines rigides orientées vers l'intérieur pour saisir des proies, ceux de Tamisiocaris portent de longues épines fines, souples et régulièrement espacées, qui forment une structure en peigne. Une structure en peigne. Imaginez ce que cela implique. Ce n'est pas un outil pour capturer de grandes proies. C'est un filet, un filtre, un appareil pour tamiser l'eau et capturer les organismes microscopiques en suspension. Le zooplancton cambrien, les larves, les petits crustacés primitifs. Tamisiocaris est un anomalocaridé filtreur. Cette découverte est stupéfiante pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle montre que le groupe qui a produit le plus grand prédateur actif du Cambrien a également produit, de façon indépendante, un filtreur géant, exactement comme les baleines à fanons modernes ont évolué indépendamment à partir d'ancêtres prédateurs. La convergence évolutive, cette tendance de la vie à trouver les mêmes solutions à des problèmes similaires, ne date pas d'hier. Ensuite, parce que la présence d'un filtreur géant dans l'océan Cambrien implique une densité de plancton suffisante pour nourrir un animal d'une telle taille.
Ce qui nous dit quelque chose d'important sur la productivité de cet océan. Le Cambrien n'est pas seulement le théâtre d'une guerre entre prédateurs et proies. C'est un écosystème d'une richesse et d'une complexité déjà considérables. Un autre prédateur cambrien mérite notre attention. Et celui-ci nous ramène à une question fondamentale sur nos propres origines. Pikaia gracilens. Ce petit animal vermiforme de 5 cm, découvert dans les schistes de Burgess et décrit par Walcott en 1911, a longtemps été considéré comme l'un des plus anciens représentants connus des chordés, le groupe qui comprend tous les animaux à colonne vertébrale, des lamproies aux éléphants en passant par vous et moi. Si cette interprétation est correcte, et elle a été renforcée par des analyses phylogénétiques publiées dans Biological Reviews en 2012 par une équipe de l'Université de Cambridge, alors Pikaia est l'un de nos plus lointains ancêtres connus. Un ancêtre de 5 cm qui nageait dans les eaux cambriennes il y a plus de 500 millions d'années. Pikaia n'est pas un prédateur au sens d'Anomalocaris. Il est probablement un filtreur ou un consommateur de matière organique en suspension. Mais sa présence dans cet écosystème est cruciale. Elle signifie que notre lignée, la lignée des vertébrés, était déjà là, au tout début, dans ce premier océan peuplé de chasseurs. Nous étions des proies. Pendant des millions d'années, nos ancêtres étaient parmi les plus vulnérables, parmi les plus petits, parmi les plus menacés de cet écosystème. Et cette vulnérabilité a façonné notre biologie de façon indélébile. La réaction de sursaut, la dilatation des pupilles face au danger, la libération d'adrénaline, l'accélération cardiaque en présence d'une menace. Tous ces mécanismes neurobiologiques que vous expérimentez au quotidien sans y penser ont leur origine dans cette époque. Dans ces millions d'années où quelque chose qui ressemblait à Pikaia devait échapper à quelque chose qui ressemblait à Anomalocaris. La peur est une invention cambrienne, votre peur. Mais il y a dans cet océan cambrien un autre groupe de créatures qui mérite une attention particulière. Un groupe qui va survivre à Anomalocaris, survivre à la quasi-totalité des bouleversements géologiques des 200 millions d'années suivantes, et devenir l'un des plus grands succès de l'histoire animale. Les trilobites. Nous les avons mentionnés, mais leur histoire dans le contexte cambrien mérite d'être développée, parce qu'elle illustre mieux qu'aucune autre la dynamique fondamentale de cette période. Les trilobites apparaissent au début du Cambrien, il y a environ 521 millions d'années, selon les datations radiométriques les plus récentes. Ils possèdent d'emblée un exosquelette en carbonate de calcium, des yeux composés et un corps segmenté articulé. Ils sont, dès leur apparition, des organismes d'une complexité et d'une sophistication remarquables. Et ils sont immédiatement soumis à une pression de prédation intense. Les marques de morsure d'Anomalocaris sur des exosquelettes de trilobites sont documentées dans les schistes de Burgess et dans d'autres formations cambriennes à travers le monde. Certains spécimens présentent des plaques arrachées avec des bords nettement arrondis, la signature d'une morsure circulaire. D'autres montrent des cicatrices, des plaques régénérées après une attaque, prouvant que l'animal a survécu. Mais les trilobites ne sont pas seulement des victimes passives. Ils évoluent. Vite. En quelques millions d'années, certaines lignées développent des épines élaborées sur les flancs et le long du corps, des structures qui augmentent le diamètre apparent de l'animal et rendent la manipulation par les appendices frontaux d'Anomalocaris plus difficile. D'autres développent la capacité de s'enrouler en boule, protégeant leur partie molle ventrale sous leur carapace dorsale rigide, exactement comme les cloportes modernes, leurs très lointains cousins par convergence évolutive. Certaines espèces cambriennes tardives développent des extensions céphaliques, des cornes, des projections, dont la fonction défensive est probable selon les analyses morphofonctionnelles publiées dans Paléogéographie, Paléoclimatologie, Paléoécologie en 2016. Chaque génération de trilobites est une réponse à Anomalocaris. Et chaque génération d'Anomalocaris est une réponse aux trilobites. C'est la reine rouge en action. Visible dans la roche, datée, mesurable. Et quelque part dans cette spirale coévolutive, quelque chose d'encore plus profond se met en place. Un principe organisateur qui va structurer la vie sur Terre pour les 500 millions d'années suivantes. La hiérarchie trophique. Avant le Cambrien, si hiérarchie il y a, elle est horizontale. Des organismes de taille et de complexité comparables absorbent la même matière organique de façon légèrement différente. Il n'y a pas de grand qui mange le petit. Il n'y a pas de sommet de chaîne alimentaire parce qu'il n'y a pas de chaîne.
Avec l'arrivée des prédateurs actifs, une verticalité s'installe. Les grands mangent les petits. Les petits doivent évoluer pour résister aux grands, ou pour être plus nombreux, ou pour se reproduire plus vite, ou pour être moins visibles, ou pour être moins accessibles. Chaque stratégie de survie génère une nouvelle niche écologique. Chaque niche écologique génère un nouvel habitant potentiel. La complexité s'auto-entretient, se multiplie, se ramifie. C'est la logique profonde de l'explosion cambrienne. Et cette logique, une fois enclenchée, ne s'est jamais arrêtée. Elle vous a produit. Elle a produit chaque forêt, chaque récif, chaque savane, chaque profondeur océanique peuplée de créatures lumineuses. Elle a produit chaque prédateur qui a jamais vécu sur cette planète, du premier Anomalocaris au dernier Tyrannosauridé, du premier requin à l'aigle chassant aujourd'hui au-dessus d'une montagne européenne. Tout cela a commencé ici. Dans cet océan chaud, trouble, extraordinairement vivant, où quelque chose a tendu ses appendices pour la première fois et saisi ce qui nageait devant lui. Mais ce monde, aussi extraordinaire soit-il, portait en lui les germes de sa propre transformation. Et cette transformation, quand elle vient, va être totale. Il y a 485 millions d'années, quelque chose se brise. Pas brutalement, pas en un instant, mais avec la lenteur inexorable des processus géologiques qui écrasent les civilisations, les espèces et les écosystèmes entiers sans même s'en apercevoir. La frontière entre le Cambrien et l'Ordovicien n'est pas marquée par un astéroïde, pas par une éruption volcanique cataclysmique, pas par un événement spectaculaire que l'on pourrait pointer sur une carte géologique et dire « Voilà, ici tout a changé en une nuit ». Ce qui arrive est à la fois plus subtil et plus total. L'océan Cambrien, cet écosystème d'une richesse extraordinaire que nous avons exploré, se transforme. Les conditions chimiques des eaux évoluent. Les niveaux d'oxygène dissous fluctuent. Les températures changent. Les courants se redistribuent. Et avec eux, la productivité de base de l'océan. Cette densité de plancton et de matière organique qui nourrit toute la chaîne alimentaire depuis son premier maillon, se modifie profondément. Pour les grands prédateurs, c'est une catastrophe silencieuse. Anomalocaris et ses proches parents, les Anomalocaridae, survivent au passage cambrien-ordovicien. Des fossiles attribués à ce groupe ont été découverts dans des formations ordoviciennes, notamment au Maroc, datant d'environ 470 millions d'années. Mais leur diversité décline. Leur taille aussi peut-être. Les géants du Cambrien cèdent progressivement la place à d'autres formes, d'autres stratégies, d'autres architectures corporelles mieux adaptées au monde nouveau qui émerge. Le règne des Anomalocaridae se termine non pas dans un rugissement, mais dans un murmure. Et c'est là que commence l'une des questions les plus profondes de toute la paléontologie. Qu'est-ce qui a vraiment causé l'explosion cambrienne? Nous en avons parlé. Nous avons évoqué la course aux armements évolutives, la théorie de l'interrupteur lumineux d'Andrew Parker, l'augmentation des niveaux d'oxygène, le dégel post-terre boule de neige. Mais la vérité est que personne, à ce jour, ne dispose d'une réponse complète et universellement acceptée. Et les hypothèses qui s'affrontent sont fascinantes. La première est ce que l'on pourrait appeler l'hypothèse écologique. Elle postule que l'explosion cambrienne est avant tout une réponse à l'apparition de la prédation. Le premier prédateur crée une pression de sélection qui force une diversification rapide. Cette diversification crée de nouvelles niches. Ces nouvelles niches créent de nouvelles opportunités pour de nouveaux prédateurs. L'explosion est auto-entretenue, alimentée par sa propre dynamique interne. C'est une hypothèse élégante. Elle est soutenue par la congruence temporelle entre l'apparition des premières traces de prédation, les perforations dans Claudina, et le début de la radiation cambrienne. Elle est cohérente avec les modèles théoriques d'écologie évolutive. Mais elle a un problème. Elle suppose que la prédation est la cause. Or, elle pourrait tout aussi bien être la conséquence. La deuxième hypothèse est génomique. Elle suggère que l'explosion cambrienne reflète une innovation au niveau du génome lui-même. Plusieurs études de génomique comparative, notamment une analyse publiée dans Current Biology en 2019 par une équipe du Wellcome Sanger Institute, ont identifié dans les génomes des animaux bilatériens modernes un ensemble de gènes régulateurs, les gènes OX notamment, dont la complexification semble coïncider avec la période cambrienne. Les gènes OX sont les architectes du plan corporel. Ce sont eux qui définissent quelles cellules deviendront une tête, quelles cellules deviendront des pattes, quelles cellules deviendront des yeux.
une expansion et une diversification de ces gènes régulateurs pourraient avoir libéré soudainement un potentiel morphologique considérable, permettant à l'évolution d'explorer des plans corporels radicalement nouveaux en un temps géologiquement bref. En d'autres termes, la vie n'aurait peut-être pas pu produire un Anomalocaris avant le Cambrien, pas faute de pression de sélection, mais faute d'outils génétiques suffisamment sophistiqués pour construire une telle complexité anatomique. C'est une hypothèse puissante, mais elle soulève immédiatement une question. Pourquoi les gènes OX se sont-ils complexifiés précisément à ce moment-là et pas avant? La troisième hypothèse est géochimique. Elle pointe vers une transformation profonde de la chimie océanique au début du Cambrien. Des études isotopiques, notamment des analyses du rapport entre les isotopes du soufre et du carbone dans des roches cambriennes précoces, publiées dans Science en 2020 par une équipe de l'Université de Californie à Riverside, suggèrent une augmentation significative des niveaux d'oxygène dissous dans les eaux marines peu profondes au cours de cette période. L'oxygène est le carburant de la complexité biologique. Un métabolisme aérobie est infiniment plus efficace énergétiquement qu'un métabolisme anaérobie. La construction d'un grand corps musculeux, d'un système nerveux élaboré, d'yeux composés à 16 000 lentilles, tout cela exige une énergie considérable. Et cette énergie ne peut être produite efficacement qu'en présence d'oxygène suffisant. Selon cette hypothèse, l'explosion cambrienne n'a pas attendu une innovation génétique ou une pression écologique. Elle a attendu du carburant. La quatrième hypothèse, peut-être la plus provocatrice, est ce que l'on pourrait appeler l'hypothèse de la contingence. Elle a été formulée de façon mémorable par le paléontologue Stephen Jay Gould dans son livre Wonderful Life, publié en 1989, à partir de sa relecture des schistes de Burgess. Gould suggère que l'explosion cambrienne n'était pas inévitable, que si l'on pouvait rembobiner le film de la vie et le rejouer depuis le début, on n'obtiendrait pas nécessairement les mêmes groupes animaux, les mêmes plans corporels, les mêmes lignées. L'évolution n'a pas de direction, elle n'optimise pas vers un but. Elle explore, par essais et erreurs aléatoires, un espace de possibilités morphologiques immense. Et la plupart des branches du buisson cambrien, ces plans corporels étranges que Whittington et ses étudiants ont exhumés des schistes canadiens, ne représentent pas des ancêtres imparfaits d'animaux modernes. Elles représentent des expériences avortées, des possibilités fermées par le hasard plutôt que par l'inadaptation. Cette vision a été contestée, notamment par Simon Conway Morris, l'un des propres collaborateurs de Whittington, qui soutient au contraire que la convergence évolutive, la tendance répétée de la vie à trouver les mêmes solutions, indique que l'évolution est fortement canalisée vers un nombre limité de solutions optimales. Que si l'on rejouait le film, on retrouverait des yeux, des mâchoires, des coquilles, des systèmes nerveux centralisés, peut-être portés par des acteurs différents, mais dans des rôles similaires. Ce débat n'est pas résolu. Il ne le sera peut-être jamais complètement. Mais il touche à quelque chose de fondamental dans notre façon de comprendre. Sommes-nous le produit d'une nécessité profonde inscrite dans la logique de l'évolution? Ou sommes-nous un accident magnifique, une loterie gagnante dans un tirage qui aurait pu produire quelque chose d'entièrement différent? La réponse honnête est que nous ne savons pas, et cette ignorance est vertigineuse. Il y a pourtant une autre énigme cambrienne que les hypothèses précédentes n'expliquent pas complètement. Une énigme qui concerne non pas les causes de l'explosion, mais son timing précis. Car l'explosion cambrienne est rapide, très rapide, anormalement rapide. 20 millions d'années, c'est long à l'échelle humaine, mais à l'échelle évolutive, c'est presque rien. Les grandes radiations évolutives qui suivront dans l'histoire de la vie, la radiation des mammifères après l'extinction des dinosaures, la diversification des plantes à fleurs au Crétacé, s'étendent sur des dizaines à des centaines de millions d'années. L'explosion cambrienne est d'un ordre de magnitude plus rapide. Pourquoi? Une étude publiée dans Nature Communications en 2021 par une équipe de l'Université de Cambridge et du Natural History Museum de Londres a tenté de quantifier précisément la vitesse d'évolution morphologique au cours du Cambrien en comparant la diversité anatomique des organismes au début et à la fin de cette période. Leurs conclusions sont frappantes. La vitesse d'évolution morphologique au Cambrien précoce est environ 5 fois supérieure à la vitesse moyenne observée dans les radiations évolutives ultérieures. 5 fois. C'est comme si l'évolution avait appuyé sur l'accélérateur au début du Cambrien,
puis relâcher légèrement la pression une fois l'essentiel des grands plans corporels établis. Une explication possible, avancée par plusieurs chercheurs dont Charles Marshall de l'Université de Californie à Berkeley, est que l'espace morphologique était littéralement vide au début du Cambrien. Il n'existait pas de grands organismes complexes occupant les niches écologiques disponibles. L'espace était ouvert dans toutes les directions. L'évolution pouvait explorer librement, sans la contrainte imposée par des compétiteurs déjà en place. C'est comme construire dans une ville vide. Vous pouvez bâtir n'importe où, n'importe quoi, dans n'importe quelle direction. Mais dès que la ville se remplit, chaque nouveau bâtiment doit trouver sa place dans un tissu urbain existant, respecter des contraintes, se négocier un espace. L'explosion cambrienne est la construction d'une ville vide. Tout ce qui vient après, toute l'évolution ultérieure, est le réaménagement d'une ville déjà construite. Mais il y a encore quelque chose que nous n'avons pas dit. Quelque chose que les chercheurs commencent seulement à mesurer et à comprendre, et qui change profondément notre vision de cette période. L'explosion cambrienne n'est pas seulement une explosion de forme, c'est une explosion de comportement. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'anatomie, de coquilles, d'yeux, d'appendices. Mais le registre fossile cambrien contient aussi autre chose. Des traces, des pistes, des terriers, des marques d'activité biologique imprimées dans les sédiments. Ces structures, que les paléontologues appellent des ichnofossiles, racontent une histoire que les corps fossilisés ne peuvent pas toujours raconter. Elles montrent des comportements. Et les comportements cambriens sont extraordinairement sophistiqués. Des terriers en spirale, comme ceux produits par l'ichnofossile hélicodromite, suggèrent des stratégies d'exploration spatiale complexes. Des pistes sinueuses avec des changements de direction brusques évoquent des comportements de fuite. Des traces circulaires autour de proies potentielles rappellent des stratégies de prédation observées chez des arthropodes modernes. Une étude publiée dans Geology en 2018 par une équipe de l'Université de Bristol a analysé la complexité des traces de comportement cambriennes en les comparant à celles des périodes précédentes. La conclusion est sans ambiguïté. La complexité comportementale, mesurée par la diversité et l'élaboration des ichnofossiles, augmente de façon spectaculaire au début du Cambrien, en parallèle avec la diversification anatomique. Les animaux cambriens ne sont pas seulement plus complexes dans leur corps, ils sont plus complexes dans leurs actes. Ils chassent, ils fuient, ils creusent, ils cherchent, ils se cachent, ils ont peur, ils ont faim, ils ont des stratégies. Et quelque part dans cette sophistication comportementale nouvelle, dans cette capacité à traiter l'information sensorielle et à produire des réponses adaptées et variables, se trouve l'origine lointaine de quelque chose que nous appelons aujourd'hui l'intelligence. Pas la conscience, pas la pensée abstraite, pas encore, pas ici. Mais le germe, la possibilité, l'architecture primitive d'un cerveau qui traite, qui décide, qui agit. Anomalocaris ne pensait pas, mais il calculait, il évaluait, il choisissait ses proies, il adaptait sa trajectoire, il intégrait des informations visuelles, mécanosensorielles, peut-être chimiques, pour produire un comportement de chasse efficace. C'est le début d'un voyage qui mènera, 500 millions d'années plus tard, à un être capable de se poser des questions sur ses propres origines. Vous, qui regardez cette vidéo, qui pensez à des créatures mortes depuis un demi-milliard d'années, qui ressentez peut-être quelque chose qui ressemble à de la fascination, à de l'émerveillement, à ce frisson particulier que procure la contemplation d'une profondeur de temps absolument incompréhensible. Ce frisson lui-même est cambrien. Mais avant de clore ce voyage, il reste une dernière question à poser, la plus difficile, celle qui hante la paléontologie du Cambrien depuis des décennies et qui, malgré tous les progrès récents, demeure sans réponse définitive. Qu'est-ce qui a vraiment disparu? Quand les anomalocaridés déclinent au passage vers l'ordovicien, quand les étranges créatures de Burgess s'effacent progressivement du registre fossile, perdons-nous simplement des espèces? Ou perdons-nous quelque chose de plus fondamental? Des plans corporels entiers, des architectures biologiques qui n'ont jamais été réessayées, des branches du buisson de la vie taillées définitivement avant d'avoir pu porter leurs fruits? Stephen Jay Gould pensait que oui, que le Cambrien était une expérience dont seule une fraction des résultats nous est parvenue, que les survivants ne sont pas les meilleurs, juste les chanceux. Simon Conway Morris pensait que non,
que les plans corporels qui ont persisté étaient ceux qui avaient une logique fonctionnelle profonde, que l'évolution converge parce qu'elle optimise. La vérité est probablement entre les deux. Et c'est précisément cette incertitude qui rend le Cambrien si vertigineux. Nous regardons dans cet océan ancien et nous voyons à la fois notre origine et notre contingence. La nécessité qui nous a produits et le hasard qui aurait pu tout changer. Deux choses absolument contradictoires. Toutes deux vraies en même temps. Revenons une dernière fois dans cet océan. 520 millions d'années avant notre ère. Une eau tiède, chargée de particules, traversée de faisceaux de lumière obliques. Quelque part entre la surface et le fond, un Anomalocaris adulte glisse en silence. Ses lobes ondulent, ses yeux balaient. Ses appendices sont au repos, repliés contre sa tête comme des outils rangés entre deux usages. Il ne sait pas qu'il est le premier. Il ne sait pas que dans 500 millions d'années, une créature issue d'une lignée de petits animaux mous qui frémissent à son passage va le déterrer de la roche, le reconstituer, le nommer et comprendre qu'il a changé le monde. Il chasse, c'est tout, c'est suffisant, c'est tout ce qu'il a jamais été. Et pourtant, ce que cet animal représente dépasse infiniment ce qu'il était. Parce que le premier prédateur n'est pas seulement un organisme, c'est un principe, une logique, une force organisatrice qui, une fois lâchée dans le monde, ne peut plus être rappelée. Avant lui, la vie était un murmure. Après lui, elle est devenue une conversation, puis un débat, puis une guerre, puis une symphonie d'une complexité telle que nous n'avons pas encore fini d'en entendre toutes les voix. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette révolution? La réponse est partout, absolument partout. Commençons par les descendants directs. Les Anomalocaridés eux-mêmes ont disparu. Le dernier représentant connu du groupe s'éteint quelque part dans l'Ordovicien ou le Silurien, il y a peut-être 400 millions d'années. Mais leur groupe d'appartenance plus large, les radiodontés, a peut-être des héritiers plus proches que nous ne le pensions. Une étude publiée dans Science en 2022 par une équipe internationale dirigée par Joanna Wollaston et Jacob Winter a proposé, sur la base d'analyses phylogénétiques détaillées, que les Anomalocaridés pourraient être des parents proches des arthropodes modernes, le groupe qui comprend les insectes, les araignées, les crabes et les mille pattes. Si cette interprétation est correcte, alors chaque fourmi qui traverse votre cuisine, chaque araignée qui tisse sa toile dans un coin de votre maison, chaque homard qui habite les fonds marins, porte en elle une parenté lointaine avec le premier grand prédateur de l'histoire. Les appendices articulés d'Anomalocaris et les pattes des arthropodes modernes pourraient être des structures homologues, issues du même plan ancestral, modifiées par des centaines de millions d'années d'évolution divergente. Imaginez cela. Quand vous observez une menthe religieuse immobile sur une branche, ses pattes ravisseuses repliées devant elle dans une posture d'attente parfaite, vous regardez peut-être l'écho lointain des appendices frontaux d'Anomalocaris. Une solution que l'évolution a testée pour la première fois dans un océan cambrien et qu'elle n'a jamais complètement abandonnée. Les trilobites, eux, ont disparu lors de l'extinction de masse du Permien, il y a 252 millions d'années. Une catastrophe que nous aborderons une autre fois et qui a effacé plus de 90% des espèces marines. Ils ont régné pendant 270 millions d'années. C'est 2 fois plus longtemps que l'intervalle qui nous sépare de l'extinction des dinosaures. Leur succès est l'un des plus durables de toute l'histoire animale. Et leurs descendants? Probablement les crustacés, selon les phylogénies moléculaires les plus récentes. Peut-être aussi les chélicérates, les araignées et les limules. La limule actuelle, Limulus polyphemus, qui s'échoue encore aujourd'hui sur les plages de la côte est américaine pour pondre ses œufs, est souvent présentée comme un fossile vivant. Elle n'est pas un trilobite, mais elle partage avec les trilobites une ancêtre commun, quelque part dans les profondeurs du Cambrien. Ses yeux composés, qui fonctionnent encore aujourd'hui selon un principe optique remarquablement similaire à celui des trilobites cambriens, sont peut-être la structure visuelle biologique la plus ancienne encore en fonctionnement sur Terre. Hallucigenia, ce petit ver épineux dont personne ne savait dans quel sens le reconstituer, a probablement laissé des descendants, eux. Les analyses phylogénétiques suggèrent qu'elle appartient au groupe des lobopodes, un groupe ancestral dont sont issus à la fois les arthropodes et les onychophores, ces vers à pattes veloutées qui vivent encore aujourd'hui dans les forêts tropicales humides d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Australie.
L'onychophore moderne, Peripatus par exemple, ressemble étonnamment à ce que nous imaginons d'un lobopode cambrien. Un corps cylindrique, des pattes courtes et souples, une cuticule fine. Il chasse en projetant sur ses proies des filaments de mucus adhésifs qu'il sécrète à grande vitesse depuis des glandes situées de chaque côté de la tête. C'est un prédateur efficace et discret, qui vit dans les litières de feuilles et sous les écorces. Et il ressemble à quelque chose qui nageait dans un océan cambrien il y a plus de 500 millions d'années. La vie est une longue mémoire. Mais les héritages du Cambrien ne se lisent pas seulement dans les corps des animaux. Ils se lisent aussi dans leur comportement, dans leurs gènes, dans la structure même de leurs cellules. Les gènes OX que nous avons mentionnés, ces gènes régulateurs qui définissent les plans corporels, sont présents et fonctionnels chez pratiquement tous les animaux bilatériens vivants. De la mouche des fruits à la baleine bleue, en passant par vous. Ils sont arrangés sur les chromosomes dans le même ordre relatif, ils s'expriment dans le même ordre antéro-postérieur le long du corps, ils contrôlent le développement embryonnaire selon des logiques remarquablement conservées. Ces gènes ont été façonnés, au moins en partie, au cours du Cambrien. Ils sont la mémoire génétique de cette explosion de complexité. Chaque fois qu'un embryon humain se développe, que ses segments corporels se définissent, que sa tête se différencie de son tronc, que ses membres bourgeonnent sur ses flancs, ces gènes cambriens s'expriment. Vous avez été construit en partie par des instructions écrites il y a 500 millions d'années. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. La réponse au stress. La réaction de peur. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui déclenche la libération de cortisol face à une menace perçue. Ces mécanismes neurobiologiques fondamentaux que partagent tous les vertébrés et dont des équivalents fonctionnels existent chez les arthropodes et d'autres invertébrés, ont leur origine dans la pression de prédation cambrienne. Un cerveau qui ne connaît pas la peur n'a aucune raison d'évoluer une réponse au stress. La peur est un luxe cognitif que seul un monde de prédateurs peut générer. Elle coûte de l'énergie, elle mobilise des ressources, elle exige un système nerveux suffisamment sophistiqué pour anticiper une menace, pas seulement y réagir. La peur est une technologie évolutive, et elle a été inventée au Cambrien. Votre dernière frayeur, peu importe ce qui vous a fait sursauter, ce qui a fait s'emballer votre cœur, ce qui a fait se contracter votre estomac, est la réponse directe d'un système neurobiologique hérité d'organismes qui nageaient dans un océan disparu depuis plus d'un demi-milliard d'années. Vous portez le Cambrien en vous, dans chaque battement accéléré de votre cœur face au danger. Maintenant, tournons-nous vers ce que la science ne sait pas encore, car il reste des questions fondamentales sans réponse, des énigmes que les prochaines décennies de fouilles, d'analyse et de modélisation vont peut-être résoudre, ou peut-être approfondir. La première concerne les origines mêmes de la prédation animale. Nous avons vu que Claudina, à la fin de l'Édiacarien, porte peut-être des marques de prédation. Mais qui était ce prédateur édiacarien? Aucun fossile n'a encore été formellement identifié et décrit comme le premier chasseur actif. L'animal qui a percé la coquille de Claudina n'a pas de nom. Il n'a peut-être pas de corps fossilisé. Il est peut-être entièrement mou, entièrement invisible dans le registre fossile. Il existe, quelque part dans la roche, attendant d'être trouvé. La deuxième question concerne la vitesse réelle de l'explosion cambrienne. Les datations radiométriques les plus récentes, utilisant notamment le système uranium-plomb sur des zircons détritiques, ont progressivement précisé l'intervalle temporel de cette explosion. Mais des incertitudes demeurent. Certains chercheurs pensent que l'explosion est encore plus rapide que nous ne le croyons, peut-être concentrée sur moins de 10 millions d'années pour les innovations anatomiques les plus fondamentales. D'autres pensent qu'elle commence plus tôt qu'on ne le pensait, avec des précurseurs dans l'Édiacarien tardif que nous n'avons pas encore appris à reconnaître. La troisième question, peut-être la plus troublante, concerne la conscience. À quel moment, dans cette longue histoire qui va d'Anomalocaris à vous, quelque chose s'est-il allumé dans un cerveau animal? À quel moment le traitement de l'information sensorielle a-t-il cessé d'être purement mécanique pour devenir quelque chose qui ressemble à une expérience subjective? À quel moment un animal a-t-il commencé non seulement à détecter la douleur, mais à la ressentir? Non seulement à traiter la peur, mais à l'éprouver. Ce n'est pas une question à laquelle la paléontologie peut répondre seule. C'est une question qui mobilise aujourd'hui la neurobiologie, la philosophie de l'esprit, la biologie évolutive du développement. Et elle commence, pour certains chercheurs, par le Cambrien.
Si vous acceptez l'idée qu'un système nerveux centralisé, capable de traiter des informations multiples et de produire des comportements adaptatifs complexes, est la condition minimale nécessaire à quelque chose qui ressemble à une expérience subjective, alors cette condition minimale a peut-être été atteinte, pour la première fois, dans l'océan Cambrien. Peut-être qu'Anomalocaris ne ressentait rien. Peut-être qu'il ressentait quelque chose. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Et c'est peut-être la question la plus vertigineuse que ce voyage nous laisse. Il y a 540 millions d'années, dans un monde que personne n'a jamais vu, quelque chose a changé. Un organisme a tendu ses appendices et saisi ce qui nageait devant lui. Un autre organisme a détecté ce mouvement et fui. Entre eux, dans cet espace infinitésimal de temps et d'eau, quelque chose s'est allumé dans l'histoire de la vie. Une course a commencé. Elle n'a jamais pris fin. Chaque prédateur qui a jamais vécu sur cette planète est l'héritier de ce premier instant. Chaque proie qui a jamais fui est l'héritière de cette première fuite. Chaque œil qui a jamais regardé l'obscurité avec méfiance est l'héritier de ces premiers yeux cambriens qui scrutaient un océan peuplé de chasseurs. Et vous, qui avez traversé avec nous 500 millions d'années en quelques dizaines de minutes, vous êtes l'héritier de tout cela. Du premier prédateur et de la première proie, du chasseur et de la victime, du bruit et du silence qui précède le bruit. Vous êtes fait de Cambriens. L'explosion cambrienne n'est pas seulement un événement géologique, ce n'est pas seulement un chapitre de la paléontologie. C'est le moment où la vie a décidé, sans le décider, sans y penser, par la seule logique aveugle de la sélection naturelle, que la complexité valait la peine, que la mort pouvait être un moteur, que la peur pouvait être une force créatrice. Ce pari, fait une seule fois, il y a 540 millions d'années, dans un océan qui n'existe plus, sur une terre qui ne ressemble plus à rien de ce que vous connaissez, a tout produit. Les forêts, les récifs, les savanes, les déserts peuplés de créatures nocturnes, les profondeurs océaniques habitées de lumière bioluminescente, les cieux traversés d'oiseaux qui sont, rappelons-le, des dinosaures à plumes. Et cette conversation étrange et merveilleuse qu'une espèce de primate sans poils a décidé d'avoir avec son propre passé. Nous sommes la mémoire de la Terre. Et la Terre, depuis 500 millions d'années, se souvient d'Anomalocaris. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Quel est le moment de ce voyage qui vous a le plus frappé? La naissance de la peur? L'œil qui s'allume pour la première fois? Le paradoxe du prédateur condamné à ne jamais gagner complètement? Écrivez-le en commentaire, parce que ces questions méritent d'être posées à voix haute, et parce que chaque commentaire est, à sa façon, une petite continuation de cette conversation que la vie a commencée au Cambrien. Et si vous voulez continuer ce voyage, dans les profondeurs du Dévonien, dans les mers du Jurassique, dans les forêts du Crétacé, la prochaine vidéo vous attend. La course continue. Elle a toujours continué. Continuez ce voyage, dans les profondeurs du Dévonien, dans les mers du Jurassique, dans les forêts du Crétacé. La prochaine vidéo vous attend. La course continue. Elle a toujours continué.